Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi 3. Lundi 3 mars, c'est laborieux comme toujours les dates. Donc nous sommes lundi 3 mars. J'ai attaqué pas mal de lectures, je vous en ai parlé très brièvement je pense la semaine passée. Je n'ai rien terminé entre temps. Non, rien. Donc voilà. J'ai attaqué et avancé Warbreaker que je lis sur ma liseuse en lecture commune avec Emeline dans notre découverte du Cosmere. Donc on continue sur cette lancée. J'ai lu 34%. Emeline est un petit peu plus avancée que moi parce qu'elle l'a dévoré, elle a adoré. Enfin moi aussi j'aime beaucoup. C'est très très chouette Warbreaker, je m'attendais pas du tout à ça. Donc en gros on est dans un univers, dans un des univers du Cosmere. Donc il y a ce côté très fantasy un peu médiéval. Et on suit un royaume où la magie est basée sur ce qu'on appelle le souffle. Donc les gens possèdent un souffle qui est un petit peu l'âme, et certaines personnes achètent le souffle des autres, ce qui ne tue pas les gens, mais les rend un petit peu sans âme, ternes. Et on suit des personnages qui sont dans plein de magouilles politiques. Il y a beaucoup de politique, c'est très chouette, puisque d'une part on suit Ciri et Vivenna qui sont deux princesses qui vivent dans un royaume à côté de la ville principale, mais alors le nom des villes ne me demandez pas, c'est trop compliqué pour moi, et qui en gros sont des descendantes légitimes du pouvoir, mais il y a eu un usurpateur qui a viré la royauté, et donc la royauté s'est installée un peu plus loin, et donc Ciri et Vivenna sont deux princesses qui sont, elles, légitimes par définition, et on va suivre un petit peu ce qui va leur arriver, c'est-à-dire que le roi a passé 20 ans auparavant un espèce de pacte avec le dieu roi, et il doit envoyer une de ses filles pour épouser le dieu roi, pour qu'il ait un héritier, et pour légitimer la lignée du dieu roi en gros. Donc on va suivre ça d'un côté. En même temps, on va suivre d'autres personnages qui gravitent autour de ça, mais je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Et il y a tout ce système de magie qui est génial, basé donc sur les souffles. Et en fait, si vous voulez, plus vous avez de souffles, plus vous avez vos sens qui sont affinés, plus vous voyez les couleurs de manière précise, vous entendez mieux. Enfin, c'est compliqué à développer, c'est compliqué à expliquer. Il y a quelque chose de très artistique dans cette magie que j'aime énormément, que je trouve très intéressante, comme toujours avec Sanderson. Et je trouve que, en tout cas, je retrouve des aspects que j'aime beaucoup dans les autres ouvrages de l'auteur, notamment Rochard. Mais je ne vais pas trop vous en parler parce que d'une part, je ne veux pas vous spoiler ni ce bouquin ni Rochard. Sachez juste que c'est en cours de lecture, que en fait, c'est un Sanderson, c'est-à-dire que vous avez des révélations au fur et à mesure, tout au long de votre lecture, vous découvrez des choses, vous comprenez des choses, et tout se met en place un petit peu de manière inéluctable, et c'est assez génial, c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec l'auteur. Je trouve que ça a ce côté un peu élantriste par certains aspects, notamment par certains personnages, mais c'est mieux. Mais en même temps, c'est logique parce qu'Élantriste, c'est son premier vrai roman. Et donc là, on sent qu'il y a un petit peu plus d'expérience. Je ne sais pas de quand date exactement cet ouvrage, mais bref, peu importe. En tout cas, j'aime beaucoup, je suis très contente de le lire avec Emeline. Je suis très contente de découvrir cet univers, cette nouvelle histoire. C'est très prenant, c'est vraiment très très chouette, mais je suis un petit peu lente parce que je suis sur plein de LC en parallèle à l'heure actuelle et que je dois attaquer la LC Explora-Livre aujourd'hui. D'ailleurs, petit aparté, si jamais vous n'êtes pas au courant, aujourd'hui débute la LC de Une couronne d'os et d'épines d'Émilie Norsken, qui est donc publiée chez Les Trois Nornes, qui est la maison d'édition de Lorraine des mots d'imaginaire. Peut-être le savez-vous déjà, mais je reprécise. Et donc, on débute cette lecture aujourd'hui. Vous, quand vous verrez la vidéo, la lecture sera bien avancée, mais vous pouvez toujours nous rejoindre sans souci, puisque comme c'est vraiment imprimé assez petit, j'ai fait un découpage, enfin en tout cas avec Pénélope, on a fait un découpage qui est assez étalé dans le temps. Donc vous pouvez sans souci nous rejoindre sur le Discord qui est en barre d'infos si vous voulez lire ce livre avec nous et échanger autour de lui avec nous. J'ai eu de plutôt beaux retours, donc je suis très curieuse et je dois attaquer ça aujourd'hui pour ne pas commencer mes Explora-Livres en retard dès le début. Donc je me rajoute une LC sur mes autres LC que je vais vous montrer. J'ai donc en lecture commune avec Pénélope 6 couronnes écarlates que finalement on n'a pas fini, mais on n'en est pas loin, donc je pense qu'il y a moyen qu'on le termine aujourd'hui. Donc d'Elisabeth Lim, publié chez Rajo, traduit par Sophie Lamotte d'Argy, et donc on est sur une illustration de couverture de Kelly Chong. Voilà, vous savez toutes les infos. 6 couronnes écarlates, c'est l'histoire de
Shiori. C'est l'histoire de Shiori qui est une jeune princesse qui vit dans son palais avec son père, ses 6 frères et sa belle-mère jusqu'au jour où sa belle-mère va découvrir qu'elle possède, que Shiori possède de la magie et va la maudire et maudire ses frères. Donc les 6 frères sont transformés en grues et Shiori a un espèce de bol sur la tête qu'elle ne peut pas enlever et elle n'a plus le droit de prononcer le moindre son. À chaque son qui sortira de sa bouche, un de ses frères mourra. Donc il se retrouve exilé par la force des choses et voilà, toute l'histoire se développe autour de ça en gros. C'est un livre dans lequel j'ai eu un peu de mal à rentrer au début. Pourquoi? Très sincèrement, c'est extrêmement jeunesse. Je pensais que c'était young adult, mais pour moi c'est beaucoup plus jeunesse que young adult. Alors je sais pas à quel âge on pourrait situer ça, mais peut-être, moi je dirais 13 ans, quelque chose comme ça. C'est très jeunesse. Il y a vraiment pas de violence décrite plus que ça, ou alors c'est très très léger. Il n'y a pas de choses, il n'y a pas de choses trigger du tout. Et les personnages font vraiment personnages jeunesse, notamment Shiori. Donc j'ai eu un peu de mal au début, non pas parce que je n'aime pas la jeunesse, vous savez que j'aime bien ça, mais j'ai été déstabilisée, je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus young adult, beaucoup plus mature, avec des personnages plus matures, et c'est pas le cas. Donc il m'a fallu un temps d'adaptation. Passé ce premier moment d'adaptation, j'ai commencé à apprécier cette histoire que je trouve très bien écrite. C'est très très conte, donc il y a vraiment ce côté conte où finalement on n'est pas tant dans l'action que dans le déroulé classique d'un conte, avec beaucoup de choses en fait finalement qui ont cette sensation un petit peu de, vous savez, comme dans les contes quoi, cette sensation de pas en direct, on a l'impression de pas vivre les choses en direct, il y a une espèce de distance qui est créée, ce qui encore une fois n'est pas dérangeant en soi, mais je m'attendais pas à ça. Donc voilà, mais ça n'empêche pas que c'est sympa. En fait, c'est très mignon, je trouve ça très mignon parce que c'est plein de contes et légendes, c'est une inspiration qui est assez douce, il y a quelque chose de très doux dans ce bouquin et de très mignon, mais c'est vrai que c'est peut-être pas aussi intense que ce à quoi je m'attendais. Ce qui n'en fait pas une mauvaise lecture pour autant, hein, je pense que mon cerveau a dû recalibrer un petit peu ses attentes et maintenant ça va mieux, je suis plus dedans. Ceci étant dit, il faut être capable de vraiment d'accepter certaines choses, d'éteindre son incrédulité pour se laisser porter, parce qu'il y a vraiment des choses qui, au début, m'ont un petit peu, parce que voilà, encore une fois, j'étais dans l'attente de quelque chose de beaucoup plus young adult et de beaucoup plus fantasy, et du coup, il y a des éléments qui, au début, m'ont un peu dérangé, que je trouvais pas très cohérents, par exemple, un exemple très anecdotique, mais qui peut vous donner une idée. On est sur une princesse qui est quand même princesse d'un royaume assez important, on n'est pas sur une princesse d'un village de 200 habitants, et elle fait la cuisine typiquement, ou alors à un moment donné elle va à une fête où elle mange avec ses frères, quelqu'un va lui piquer sa nourriture, elle va lui courir après. Il y avait quelque chose dans le comportement de la princesse et même dans l'ambiance générale qui n'était pas extrêmement crédible, qui était un petit peu incohérent par rapport à ce qui est décrit de l'univers et à ce côté royauté, etc. Donc j'ai eu un peu de mal avec ces éléments-là pendant un moment et certaines petites autres choses que j'ai trouvées un peu, je me dis, j'ai du mal à y croire en fait. J'ai vraiment mon esprit qui a du mal à s'éteindre et j'ai du mal à y croire. Ceci étant dit, encore une fois, je vous donne ces points un peu négatifs entre guillemets, mais ça reste très sympa, ça reste très beau, ça reste très mignon. Là, il y avait toute une légende qui était racontée autour des liens qui se nouent et tout. C'est très chouette, c'est très plaisant. C'est beau en fait, et ça je peux pas le retirer au bouquin. Il y a une écriture qui est vraiment très fluide, très douce, mais je pense qu'il faut que vous y alliez si vous avez envie de le lire en ayant les bonnes attentes. Donc vraiment quelque chose qui tient plus du compte que de la fantaisie classique et quelque chose qui est très jeunesse avec des personnages très immatures, avec vraiment il faut vraiment être capable de suspendre son incrédulité pour rentrer dedans et croire à ce qui se passe et donc voilà, si je l'avais su avant, c'est ce que j'aurais fait en me lançant dedans et donc c'est dommage parce que ça a un petit peu retardé ma rentrée dans le texte, on va dire. À l'heure actuelle, je peux pas encore vous dire si j'aurais envie de lire la suite ou pas. Donc vous voyez, on est encore un petit peu sur quelque chose qui est en train de se former, qui est un peu mitigé. Je vous dis ça dans la mesure où je sais pas si j'aurais envie de me procurer l'ouvrage relié machin bidule à 25 balles. C'est pas sûr, mais on va voir. Je vais le terminer avec Pénélope, on en reparlera. Encore une fois, je ne critique pas fermement l'ouvrage, hein. C'est juste vraiment moi qui m'attendais pas à ça. Donc on en reparle dans tous les cas quand c'est terminé.
et on voit ce que ça donne. Est-ce que j'ai envie d'acheter la suite? Est-ce que je me prendrai sur les liseuse parce que ça me fera gagner de la place et de l'argent? Nous verrons. Mais voilà, on en reparle très bientôt puisque je pense qu'on va se le terminer aujourd'hui. Autre lecture commune qui est un pavé et un vrai pavé cette fois parce que ça vraiment... ça se lit super bien, super vite. On est sur un rythme de lecture plus. Ça, en revanche, c'est un petit peu plus long. Donc c'est Bluebird de Ciel Perlot qui est la dernière parution officielle d'ActuSF avant son rachat, que je lis avec Marion, donc Snodza, et Earl Grey qui est une copine d'Instagram et de YouTube, etc. avec qui on échange toutes les deux régulièrement. Et on s'est lancé dans cette lecture. J'ai donc passé la moitié. Marion a presque terminé, je pense. Alors... En gros, je vais vous lire le résumé parce que je pense que j'aurais du mal à vous faire un résumé convaincant. Cela fait 3 ans que Rig a déserté sa faction, emportant avec elle des plans d'armes et de destruction massive. Elle se pensait à l'abri jusqu'à ce que son ancienne faction lui pose un ultimatum. Si elle ne rend pas ce qu'elle a dérobé, sa jumelle sera exécutée. Rig embarque alors dans une odyssée à travers l'espace pour sauver la vie de sa sœur, pistolet en main. Épaulée par une mystérieuse chasseuse de primes rebelle et par sa petite amie June, bibliothécaire de son état. Rig fera tout pour sauver sa jumelle, quitte à faire tomber les factions une par une ou tout à la fois. Voilà, c'est un très bon résumé. C'est une lecture que j'aime bien, que je trouve très prenante. Il y a quelque chose de très... voilà, on est dans l'action, il se passe des choses. Moi, je suis rentrée très facilement dedans. Marion, un peu moins. Ce que je comprends parce que déjà d'une, c'est un young adult. Alors, c'est pas vendu comme un young adult, mais très sincèrement, c'est très young adult. Alors après, on est d'accord ou pas avec le fait de mettre du sexe et de parler de sexe dans les young adults. Moi, je trouve pas ça dérangeant parce que ça me paraît assez naturel finalement. C'est plutôt la manière dont c'est traité qui peut justifier qu'on passe un livre en adulte ou pas. Là, voilà, pour moi, c'est pas dérangeant. C'est-à-dire, c'est pas développé dans les détails, quoi. Il y a des aspects que je trouve très positifs à ce bouquin. J'aime beaucoup la manière dont ça se passe. Il se passe plein de trucs, ça s'enchaîne, c'est très chouette. C'est quelque chose qui est assez prenant quand on est dedans. On est dedans, je trouve. J'aime beaucoup aussi le fait que l'autrice, je crois que c'est une autrice. Oui. J'aime beaucoup aussi le fait que l'autrice ait choisi de faire de son personnage principal un personnage lesbien. J'aime beaucoup aussi qu'il y ait pas mal de diversité. Il n'y a pas que des humains, il y a d'autres créatures. C'est quelque chose que j'apprécie. Il y a pas mal de réflexions sur le racisme, sur voilà, tout ça en fait. Et c'est quelque chose que je trouve très intéressant, que je trouve très bien d'insérer dans un ouvrage young adult, un ouvrage de SF à plus forte raison, parce que je trouve que la SF c'est quand même très propice à ce genre de réflexion. Donc il y a beaucoup d'aspects positifs. Après c'est vrai, j'admets et je rejoins Marion sur ça, qu'il y a quelque chose qui fait que je suis peut-être pas autant à fond dedans que ce que ça pourrait. Il y a quelque chose, une espèce de barrière invisible qui fait que je suis pas à fond dedans au point de le dégommer plus rapidement que ça. Donc c'est une bonne lecture, c'est intéressant, il y a pas mal de choses intéressantes. J'aime bien, quand je suis dedans, je suis bien, mais je suis pas non plus à fond dedans et voilà, je pourrais pas vous dire pourquoi, c'est purement du feeling, peut-être que je m'attendais pas à ça, en tout cas pas à ce côté assez jeunesse entre guillemets, enfin assez young adult. En même temps, c'est pas quelque chose qui me dérange, je pense que si tous les young adults étaient aussi intelligents, j'en lirais beaucoup plus. C'est une certitude, donc je ne sais pas trop, peut-être que c'est juste moi qui suis dans un état d'esprit ou particulier, j'en sais rien, écoutez. En tout cas, j'apprécie quand même ma lecture, à l'heure actuelle, je vous recommande quand même cet ouvrage, si vous avez envie d'un bouquin de SF avec pas mal d'action, pas mal de sous-textes et de réflexions par rapport à tout ce que j'ai pu évoquer précédemment. Dans tous les cas, je vais l'avancer, je vais essayer de le terminer très rapidement, si ce n'est aujourd'hui, ce sera demain, pour vous en reparler et attaquer autre chose, mais voilà, c'est tout pour... C'est tout pour le moment pour Bluebird. En tout cas, il est toujours très beau. Donc c'est tout. Je suis toujours sur Firebound de Sarah El Arifi. J'ai très peu avancé. J'ai dû avancer 2 chapitres. Encore une fois, je vous le dis, je suis assez lente parce que je prends le temps, parce que c'est peut-être pas aussi simple que d'autres ouvrages que j'ai pu lire en anglais. Et en même temps, ça me dérange pas. Je prends le temps d'apprécier, je prends le temps de lire vraiment et que ça fasse sens dans mon esprit. Donc c'est quelque chose que j'apprécie et que j'aime bien aussi avec le fait de lire en anglais. Ça m'oblige à plus me poser et à ralentir un peu le rythme de lecture, mais évidemment l'autre face de la pièce, c'est que c'est parfois un peu frustrant d'être lente à lire. Soit, je pense pas avoir d'autres lectures en cours à l'heure actuelle, mais j'aimerais bien attaquer autre chose. Je ne sais pas encore quoi, je n'ai pas encore décidé. Je dois lire Dune, puisque c'est le livre qui a été choisi. Je vous avais fait voter sous ma vidéo de mes reliques, des livres que je n'arrivais pas à sortir de ma palle, et Dune a gagné. Le deuxième, c'est L'ours et la renarde, que je vais essayer d'enchaîner du coup à Dune. Mais j'avoue que je suis déjà dans pas mal de pavés, donc j'aimerais bien terminer
un ou deux pavés là, donc typiquement terminer Bluebird et terminer 6 cours en écarlate pour me lancer dans Dune, qui va me demander quand même, je pense, pas mal de concentration. Je pense que c'est pas si simple que ça de rentrer dedans. Donc je vais le faire, mais j'y vais tranquille, je me force pas non plus, j'ai pas envie de m'en dégoûter, ça serait dommage. Donc c'est le projet en gros pour les jours à venir. Je ne sais pas quand je vous reprendrai, quand je pourrai vous reprendre. C'est un peu aléatoire les emplois du temps en ce moment. Mais je pense que je vais m'attaquer à un SP, tout simplement parce que y en a quelques-uns qui me font envie et j'en ai quelques-uns qui sont pas très gros. Et je me dis que ça pourrait bien s'intercaler entre tous ces gros bouquins que je dois lire ou que je suis en train de lire. Je pense que je vous ai tout dit pour aujourd'hui, donc je vais vous le laisser. On se retrouve peut-être pas demain, normalement je pense pas avoir le temps de demain, mais du coup mercredi a priori. Donc voilà, je vous fais des bisous, on se dit à plus tard. Coucou, nous sommes jeudi, je sais toujours pas la date, c'est bien, on est le 6, jeudi 6 mars. Je n'ai pas filmé mardi, j'étais trop occupée, et hier pareil, c'était un peu la course. Donc je vais rattraper tout ça aujourd'hui puisque j'ai terminé 2 livres dont je dois vous parler, j'en ai attaqué 2 autres. Et j'ai toujours le Sanderson en cours, mais soit. J'ai terminé la lecture de Bluebird de Ciel Pierlot. J'ai apprécié cette lecture, je trouvais que c'était une très chouette lecture. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup aimé le fait que l'on ait des personnages féminins comme personnages principaux, d'une part, et je trouve ça hyper important, mais aussi que ces personnages féminins sont toutes très variés, enfin voilà, il y a beaucoup de diversité dans ce bouquin, mais c'est pas de la diversité pour faire de la diversité, c'est de la diversité qui est comme, voilà, c'est pas un sujet, et c'est quelque chose que j'ai apprécié. Pour moi, dans un livre, si on a des personnages queer, des personnages racisés, des personnages avec des handicaps ou qu'importe, voilà, des personnages qui ne sont pas dans la norme sociale, et que ça n'est pas un sujet, déjà il y a 50% de mon avis qui va être positif, c'est une certitude, parce que c'est suffisamment rare pour être appréciable, et ça fait du bien d'avoir des représentations différentes de personnages en fait qui sont des personnages très lambda, parce que voilà, être queer ça n'a rien d'exceptionnel, voilà, être noir ou être une personne en situation de handicap ou peu importe, ça n'a rien d'exceptionnel, mais malheureusement, dans la littérature, ça l'est beaucoup trop. Donc, pour ça, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. J'ai trouvé que l'action était assez rapide, il se passait pas mal de choses, j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai trouvé que la relation entre Rig et sa complice, on va dire, était hyper intéressante parce qu'elles étaient toutes les deux très différentes. La troisième, donc on a June qui est ascétique, on a Rig qui est pyrite, et la troisième fait partie des ossuaires, donc de la troisième faction. Donc on a vraiment 3 personnages des 3 des 3 mondes différents, avec 3 religions différentes, 3 visions de la vie différentes, et j'ai beaucoup aimé en fait la relation qui se construisait entre Rig et sa complice qui va l'aider. Je trouvais que c'était très intéressant parce qu'elles sont très très différentes, elles ont une vision des choses très différentes par rapport à leur faction, par rapport au monde, par rapport aux relations, etc. Et c'est quelque chose qui fonctionnait très bien pour moi. J'aimais bien les discussions qu'il y avait entre elles, j'aimais bien la relation qui se nouait, j'ai beaucoup aimé la relation entre Rig et June, qui est donc son amoureux, qui n'est pas le cœur de l'histoire, la romance n'est pas du tout au cœur de l'histoire, mais c'était chouette de les voir ensemble, de les voir évoluer comme un couple, voilà, comme un couple normal en fait, tout simplement, mais c'était bien fait, j'ai trouvé que c'était bien fait, je trouvais que c'était appréciable, j'ai bien aimé l'univers dans l'ensemble, j'ai bien aimé toutes les thématiques en fait qui étaient abordées grâce à cette quête en quelque sorte, parce que ça aborde des thématiques autour de la politique, autour de l'esclavagisme, autour de plein de choses dans ce goût-là qui sont pour moi des thématiques importantes, qui sont d'actualité en fait. Tout ça pour moi c'était très chouette, vraiment. C'était une lecture qui s'est lue toute seule alors qu'il est quand même assez gros, ça s'est lu quand même très bien, ça s'est lu tout seul. Ce que je peux reprocher à ce livre, entre guillemets, et c'est pas un très très gros reproche, mais c'est ce qui fait que ce livre est une bonne lecture sans être absolument exceptionnel, c'est que c'est assez prévisible, tout est assez prévisible, on voit un petit peu tout venir, il n'y a pas de grande surprise, c'est assez convenu en fait dans l'histoire en elle-même, c'est pas très surprenant, c'est assez young adult. Alors je pense, il me semble que Marion s'était renseignée et qu'en VO il est étiqueté young adult, ce qui n'est pas le cas en France, puisqu'en France il a été édité chez ActuSF et pas chez Naos, donc il est vendu comme un livre adulte, et pour moi ça n'est pas un livre adulte, c'est vraiment de la SF young adult, de la très chouette SF young adult, malgré tout de la SF young adult, et ça se sent dans les dialogues, ça se sent dans la maturité des personnages, ça se sent dans l'ambiance générale, ça se sent quand même, ce qui n'est pas dérangeant, mais c'est un peu dommage parce que du coup mes attentes étaient un petit peu faussées.
Donc voilà, du coup mes attentes étaient un petit peu, étaient pas tellement en adéquation avec ce qu'est ce livre, mais ça reste de la très chouette SF Young Adult, avec beaucoup de choses positives, et pas forcément tant dans l'histoire en fait, que dans les thématiques en sous-texte, que dans les relations entre les personnages. C'est une lecture que j'ai vraiment appréciée, voilà, qui est de grande qualité, qui était très chouette, qui s'est très bien lue, qui n'est pas exceptionnel, mais qui a quand même des bonnes choses à proposer et qui peut être intéressant si vous avez envie de lire de la SF avec de la diversité dans les représentations, avec des messages en sous-texte qui sont importants, avec voilà, des relations qui pour moi étaient intéressantes. Tentez-le, parce que c'était très sympa, c'était assez page-turner. Voilà, à vous de voir, mais moi j'ai bien aimé cette lecture, j'ai trouvé que c'était un bon moment de divertissement, et en fait, j'en demandais pas forcément tellement plus. Autre lecture que j'ai terminée, c'est 6 couronnes écarlates d'Elisabeth Lim. C'est le premier tome, c'est une duologie. Il y a un troisième livre qui existe en VO, mais pas encore en français, qui est plutôt, si j'ai bien compris, des nouvelles préquelles peut-être à l'univers. Alors, j'ai eu un peu des difficultés avec ce bouquin. En gros, bon, je vous ai déjà fait le résumé 1000 fois, je pense que tout le monde connaît le résumé. On est sur un bouquin qui m'a déstabilisée parce que je m'attendais à un bouquin young adult et que pour moi, c'est très jeunesse. Parce qu'il n'y a rien de franchement violent, c'est très soft, il n'y a pas du tout une quelconque sexualité qui est évoquée, c'est chaste, voilà. On a une relation amoureuse, mais pareil, qui est très chaste et qui met du temps à arriver, qui met du temps à se créer, et on est vraiment sur est-ce qu'on se fait un bisou ou pas, quoi. Donc c'est vraiment très jeunesse, même dans l'écriture, même dans tout, en fait, c'est assez jeunesse, et moi je m'attendais vraiment à du young adult. Donc j'ai eu un petit peu j'ai été un peu déstabilisée au début, et j'ai trouvé en fait que la première partie, donc toute la partie où on découvre l'univers, on découvre l'univers, on découvre l'histoire, et où les personnages sont encore au palais, il n'y a pas encore eu la malédiction, etc., était assez incohérente par rapport à certains éléments. Enfin, c'est quand même une fille d'empereur, c'est un peu incohérent si vous voulez. On la voit courir partout, enfin, on la voit, je vous l'ai dit la dernière fois, courir après un voleur qui lui pique de la bouffe dans la main. Elle est, il y a quelque chose d'un peu incohérent, en tout cas avec l'idée que je me fais de ce qu'est une famille impériale, c'est-à-dire peut-être une famille qui est pas si accessible que ça. Et du coup, je trouvais ça un peu incohérent, je trouvais ça un peu facile. Enfin, j'étais pas hyper convaincue, je trouvais pas ça très logique. Même le comportement de Shiori était pas très en adéquation avec son statut social, ses réactions non plus. Alors bon, voilà. Au début, j'ai eu un peu de mal quand ça a commencé, quand c'est lancé, et que elle est maudite, que ses frères sont aussi maudits. Il y a eu encore une fois une période d'adaptation parce que, je sais pas, j'étais pas dedans, j'arrivais pas à rentrer dedans. Je reconnaissais et je reconnais toujours les qualités narratives de ce texte qui est écrit comme un conte. Je reconnais l'univers qui a quelque chose vraiment de dépaysant, d'agréable, de confortable. Je reconnais aussi que c'était une histoire, en tout cas sur cette première moitié, qui était très mignonne avec voilà, des bons sentiments, des belles réflexions. Enfin, il y avait quelque chose de très mignon dans tout ça. Mais je n'étais pas du tout convaincue, vraiment pas. J'étais très très mitigée. Il y a un moment où il y a un peu pour moi une bascule qui va s'effectuer, qui a rendu l'histoire beaucoup plus vive, beaucoup plus intéressante, même si c'était extrêmement prévisible, même si j'avais résolu quasiment tout avant que ça arrive. Ça, c'est devenu beaucoup plus intéressant, c'est devenu beaucoup plus prenant. Et finalement, je me suis prise au jeu, et finalement, j'ai commencé à réellement apprécier et les personnages et l'histoire. J'ai fini par apprécier Shiori, que je trouvais extrêmement immature au début. Je pense que c'était fait à dessein, mais c'était un peu, bon, ça m'agaçait un petit peu, parce qu'elle a 16 ans dans le bouquin, et enfin vraiment, elle faisait gamine de 12 ans à tout péter, quoi. J'avais vraiment du mal à la voir comme une jeune femme de 16 ans, en fait. Et voilà, mais au final, sur la deuxième moitié, vraiment, j'ai commencé à être dedans et à apprécier, à tel point que moi qui pensais limite abandonner à un moment, je commence à me dire que je me prendrais bien la suite, parce que finalement, j'ai beaucoup aimé, et surtout, j'ai beaucoup aimé la romance, et une fois n'est pas coutume, pour moi, c'était une vraie romance. Alors, c'est très très mignon, c'est très doux, et ça peut déplaire à certaines personnes parce que ça a un côté peut-être un peu idéalisé, mais ça fait du bien parce qu'on voit tellement de romances toxiques qu'avoir un personnage masculin qui n'est pas du tout, à aucun moment, à 0% toxique, qui est dans le respect de Shiori, dans le respect de son consentement, dans le respect aussi de sa volonté de ne pas raconter son passé, de se taire, etc. Enfin,
ça fait du bien parce que c'est hyper rare et vraiment le personnage masculin pour moi c'est un très bon allié et c'est le genre de love interest qu'on devrait retrouver beaucoup plus souvent. Il est, alors ça c'est un prince, c'est pas n'importe qui, voilà, il est entraîné comme un prince, il sait se battre et tout, mais il y a un côté très doux chez ce personnage masculin, il y a un côté très rêveur où il écrit des histoires, et il y a quelque chose qui n'est pas forcément très représenté dans la littérature, surtout jeunesse et young adult, je trouve. Alors, est-ce que ça vient de l'inspiration et que c'est peut-être comme ça que l'on perçoit un homme bien, enfin voilà, intéressant. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de culturel par rapport à l'Asie, je crois que c'est la Corée, c'est inspiré de Corée. C'est un conte coréen, inspiré d'un conte coréen. Bref, est-ce que c'est ce côté culturel qui fait que ce prince est peut-être différent de ce à quoi on a l'habitude, parce que nous on a l'habitude des protagonistes masculins occidentaux extrêmement virils et voilà. Je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai aimé ça. J'ai trouvé que ça faisait du bien. Et pourquoi je pense me prendre la suite? Parce que je pense vraiment que ça peut être une histoire très chouette à faire lire à mes enfants. Alors, quand ils seront plus grands, on s'entend bien, mais à terme, parce que c'est d'inspiration autre qu'occidentale et ça fait du bien, parce que c'est un peu une réécriture de conte qui est intéressante et parce que ça reste accessible et lisible à un public assez jeune, tout en étant assez abouti finalement. Et aussi parce qu'on a, comme je viens de le dire, une représentation de protagonistes masculins positive et c'est pas si souvent. Donc voilà, je vais voir, je vais réfléchir, c'est pas encore fait. De toute façon, il n'est pas sorti à l'heure où je tourne cette vidéo, il sort le 13 ou le 15 ou quelque chose comme ça. Mais finalement, c'était très chouette et voilà. Donc c'est bizarre à dire, mais parfois un livre peut être pas incroyable sur une première moitié, mais la deuxième rattrape, parfois c'est l'inverse. Bon écoutez, finalement j'étais contente de ma lecture, c'est pas un coup de cœur, c'est pas la meilleure lecture que j'aurais fait cette année, loin de là, mais c'était sympa, c'était mignon en fait, et ça fait du bien aussi en fait, des lectures mignonnes. Mais sachez que si vous voulez le lire, c'est très jeunesse, vraiment c'est très jeunesse. Ensuite, j'ai attaqué très rapidement, mais je n'ai pas avancé et j'aimerais bien parce que ça m'intéresse beaucoup, L'œil du héron d'Ursula K. Le Guin que j'ai reçu en service de presse de la part des moutons électriques, qui est donc cette histoire où on suit deux communautés qui ont été déportées sur une planète éloignée de la Terre, l'un à cause de sa contagion pacifiste, l'autre de sa soif de pouvoir et de violence. Donc on va être en fait, c'est un peu ce que j'ai lu, c'est comme ça que ça s'installe, on est sur des personnages, une espèce de peuple très pacifiste qui a envie en fait de s'émanciper du joug de cette deuxième communauté qui est assez belliqueuse, on pourrait dire, qui essaye de s'imposer, qui essaye d'imposer des choses à cette communauté pacifiste. Et donc ils ont envoyé, dans le premier chapitre, hein, c'est pas un spoil, ils ont envoyé des espèces d'éclaireurs pour trouver un autre territoire où partir. Et les éclaireurs reviennent, disent qu'ils ont trouvé un endroit parfait, mais a priori l'autre communauté n'a pas tellement l'intention de les laisser partir. Donc c'est comme ça que ça se pose. J'ai lu qu'un chapitre, j'ai très envie de continuer parce que ça a l'air très intéressant, encore une fois, mais comme toujours avec Ursula Le Guin, très engagé et très intéressant. C'est très clairement inspiré de Gandhi, hein, y a beaucoup de choses qui sont reprises, et de manière générale d'Amérique du Sud par certains noms et certaines références. Donc c'est très chouette, ça change aussi, et même si c'est pas une personne directement concernée, c'est bien d'avoir ces références parce que on les a peut-être pas tous et toutes. Moi c'est pas forcément ce que je connais le mieux, l'Amérique du Sud, et ce qui a pu s'y passer et la politique de manière générale. Donc quelques références vont pas refaire ma culture, on est d'accord, mais c'est intéressant. Donc je vais continuer ça, j'espère le terminer cette semaine, c'est un peu le but, en sachant que je suis sur d'autres lectures, mais je vais avancer ça. Et j'ai oublié de vous dire, c'est traduit de l'américain par Isabelle D. Philippe, et la couverture est de Melchior Ascaride. Voilà, petit détail important. Autrement, je n'ai pas avancé Firebound parce que je n'ai pas eu le temps. J'étais dans un rush assez incroyable avec pas mal de trucs, mais j'ai envie de continuer. J'ai toujours l'histoire dans la tête qui me trotte et toujours cette envie, mais ça s'est pas fait. Donc je pense que je vais essayer de mettre un coup de collier sur cette fin de semaine et en journée c'est compliqué avec les enfants, avec le petit enfant qui fait du bruit, j'ai besoin de me concentrer, mais en soirée je vais essayer de me faire une bonne heure ce soir pour avancer et ainsi de suite. Je pense pas l'avoir terminé pour la fin de semaine, en même temps c'est pas non plus l'objectif c'est que j'arrive à le terminer avant de commencer la prochaine lecture en anglais qui est donc le VA Explora livre qui sera donc God Killer. Bref, donc je vais pas vous reparler de Firebound aujourd'hui, mais j'aimerais bien l'avancer. En revanche, j'ai attaqué Une couronne d'os et d'épines d'Émilie Norksen, qui est donc la lecture de l'Explora livre de ce mois-ci. Voilà, le VF, le VO en français. Alors, Une couronne d'os et d'épines, c'est l'histoire
d'un espèce de royaume qui s'appelle le royaume de Knaïm. Alors je le prononce très mal, je pense qu'à la fin il doit y avoir un truc des prononciations peut-être. Ah bah non, pas du tout, il n'y a que les personnages. C'est dommage parce que je ne sais pas du tout prononcer ça. Ce royaume est un royaume où, alors c'est clairement d'inspiration du Nord, nordique, je n'y connais pas grand chose mais voilà. Et donc on suit le personnage de Naïla qui appartient au sens sombre, c'est-à-dire que, je peux pas trop vous expliquer mais bref, du coup en fait elle n'est pas comme les autres filles, comme 99% des autres filles. Elle va être envoyée à la capitale pour devenir corbeau, donc c'est un espèce d'ordre de femmes qui sont les yeux et les oreilles du roi des eaux à travers les pays et compagnie. Voilà, c'est un peu l'idée. Ce livre me laisse extrêmement perplexe et très très mitigée. C'est-à-dire qu'on ouvre le bouquin sur une scène, et je vous le dis, une scène explicite de viol en public, c'est-à-dire qu'on va avoir des enfants qui ont 11 ans qui vont être violés par la chamane du village qui fait cette espèce d'acte de manière à les faire devenir officiellement des femmes, ça vaut ce que ça vaut, bref. Et donc voilà, c'est assez violent. Alors, c'est assez violent, mais soit, je vous le dis parce que ça peut, je pense, déranger beaucoup de gens, je préfère vous prévenir. Et donc, suite à ça, comme dit dans le résumé, Naïla va être envoyée chez les corbeaux pour devenir, en gros, si vous voulez une comparaison de ce qu'elle va devoir faire, vous avez la roue du temps avec les, comment elle s'appelle, les dames, je ne sais plus, bref, si vous avez la roue du temps, vous voyez. Si vous voyez un petit peu le sorceleur avec les sorcières, c'est exactement ça, voilà. Le sorceleur, vous prenez les femmes qui ont des pouvoirs magiques, les magiciennes, et ce qu'elles font, c'est exactement la même chose, c'est ça. Donc, on va suivre Naïla, qui va partir à la capitale, qui va être intégrée à l'ordre des corbeaux, qui va suivre une éducation, donc ça démarre, elle a 11 ans, arrivé au chapitre 3 ou 4, 7 ans passent, donc c'est quasiment une adulte maintenant, et on suit un petit peu son apprentissage. En gros, ça a ce côté un peu récit initiatique, mais avec une très très grosse ellipse de 7 ans. Pourquoi je suis mitigée? Parce que j'ai le sentiment que c'est un livre qui voudrait être de la dark fantasy, ou du grimdark, je ne sais pas trop, j'arrive toujours pas très bien à faire la différence, bref, qui voudrait être dans ce genre d'univers, sauf que l'ambiance ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on a des passages hyper violents, hyper dérangeants, mais en soi, les violences, vous savez, j'ai lu Betty c'est ultra violent, c'est pas ça qui me dérange. C'est que j'ai la sensation que c'est juste pour apporter une espèce de texture à cet univers qui n'est pas si sombre que ça au demeurant. En tout cas, au chapitre, là j'en suis, où j'ai lu 8 chapitres, donc vous allez me dire, c'est pas encore beaucoup, mais à 8 chapitres, donc à quand même 170 pages, qui représente sûrement en format classique plus que ça, je trouve que l'univers n'est pas si sombre. Je trouve même que en fait Naïla, elle est assez protégée, elle vit quand même dans un certain confort. Enfin, je vois pas, en fait, j'ai vraiment l'impression que on ajoute des scènes de violence, beaucoup de violence sexuelle plus qu'autre chose en plus, qu'on les érotise un peu et qu'on ajoute cette violence pour donner de la texture à un univers qui n'est pas sombre, à une ambiance qui n'est pas l'ambiance, moi je ressens pas en fait cette ambiance que j'attends dans de la dark fantasy, c'est-à-dire un peu glauque, un peu dérangeante, sombre, avec des personnages gris, et là j'ai pas du tout cette sensation en fait. Et du coup, je vis ces passages de violence pas comme quelque chose qui est dénoncé, donc je la vis comme de la violence un peu racoleuse, un peu gratuite. Je dis pas que ce sera pas le cas dans la suite, peut-être que la suite du bouquin a pour propos de dénoncer tout ça, ce système politique patriarcal, etc. C'est possible, mais je vous donne mon ressenti là où j'en suis, et c'est ça que je ressens. J'ai la sensation d'une espèce d'incohérence entre ces passages ultra violents, ultra trigger, et le reste, qui est qui est de la fantaisie normale en fait pour moi. Et j'ai aussi cette sensation d'incohérence par moment. Par exemple, avec le personnage de Naïla, qui vient d'un tout petit village, qui ne sait ni lire ni écrire quand elle a 11 ans, on n'est pas sur une toute petite enfant, alors qu'on découvre plus tard que sa mère écrit extrêmement bien. Pourquoi sa mère ne lui a pas appris à écrire? Je trouve ça très bizarre. Et à côté de ça, à côté du fait qu'en fait, elle a l'air d'avoir un peu été laissée, pas très éduquée en fait, en quelque sorte, elle parle aussi bien que la reine des corbeaux. Enfin, il y a vraiment des trucs un peu incohérents qui me dérangent un peu. Je fais pas forcément partie des gens qui exigent qu'un enfant parle comme un enfant. Enfin, c'est pas forcément nécessaire. Mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui soit un peu cohérent. Là, voilà, il y a des petites incohérences dans l'écriture comme ça.
pour moi, à mon sens à moi, qui font que ça ne fonctionne pas avec moi et que j'ai du mal avec cette lecture en fait. Je vois pas où ça va, vraiment. J'ai la sensation de vivre des scènes ultra violentes, un peu gratuitement. Voilà, je suis pas du tout convaincue par ce début. J'adhère pas forcément à la plume, c'est pas une plume qui me parle et qui m'embarque. Peut-être que c'est pour ça que je ne crois pas au reste, je n'en sais rien. Je sais pas, franchement je sais pas. Donc je vais continuer parce que je pense que ça peut évoluer, j'espère que ça va évoluer, je suis assez curieuse de voir où on va, parce que là à l'heure actuelle, il y a aucun enjeu qui est décidé, si ce n'est l'éducation de cette gamine, mais voilà, donc je suis très mitigée et très perplexe. J'ai l'impression en fait, si vous voulez, de lire d'autres livres mélangés en un. J'ai l'impression de lire Que Chiel, énormément, j'ai l'impression de lire un peu Le Sorceleur, par l'organisation par exemple des trucs du Corbeau, un peu La Roue du Temps par certains autres aspects. Enfin, j'ai l'impression de retrouver plein d'éléments de trucs que je connais, mais je sais pas. Bon, voilà. Donc, je sais pas. Pour le moment, c'est pas une réussite. Je sais que Pénélope est pas convaincue du tout. Sur le Discord, il y a peu de personnes qui ont l'air d'être très convaincues. Alors peut-être qu'elles s'expriment moins aussi, c'est possible, hein. Mais en tout cas, les personnes qui s'expriment ne sont pas non plus très très convaincues. Donc je ne sais pas. Non, on va voir, on va continuer. Je compte pas l'abandonner, ça se lit très bien au demeurant, hein, ça se lit tout seul. Ça, c'est clairement un point positif. Ça n'est pas compliqué à lire, c'est assez simple à comprendre et voilà. Mais voilà, je suis très mitigée. Autrement, j'ai avancé le Sanderson, donc c'est Warbreaker, je suis à 72%, donc je pense bien le terminer cette semaine. Ça serait très chouette, vu qu'on aimerait bien avec Emeline enchaîner sur d'autres lectures communes, on en a plein qui sont prévues. Voilà, c'est tout pour mon point lecture qui a été très très long puisque je n'ai pas filmé depuis 2 jours. Je vais vous laisser parce que je vais essayer de ne pas faire encore un vlog de plus d'1 heure, c'est probablement pénible pour tout le monde. Donc je pense que là on est bon en termes de points lecture, on verra demain ce que je filme ou pas. En sachant que je dois tourner d'autres vidéos, donc peut-être ça sera un point un peu rapide, je l'espère. Je vous laisse pour aujourd'hui, je vous fais des bisous, on se dit à plus tard. Coucou, nous sommes vendredi 8 mars. Je reviens vous faire un point lecture assez rapide parce que j'ai terminé peu de choses et voilà. Je pense que j'ai beaucoup parlé hier, donc on va essayer de pas trop s'éparpiller. J'ai terminé L'œil du héron d'Ursula K. Le Guin, que j'ai reçu en service de presse de la part des Moutons électriques, qui est très très joli. Donc, je vous ai déjà un petit peu parlé, mais j'ai pris pas mal de notes parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Dans L'œil du héron, on suit 2 communautés terriennes, humaines, qui ont été exilés de la Terre pour des raisons très très différentes, puisque d'une part on a ceux qui font partie de la cité avec un C majuscule qui sont arrivés en premier, qui sont arrivés une cinquantaine ou une centaine d'années avant les autres, et qui sont là parce que ce sont des criminels. Et ensuite on a une deuxième communauté, une communauté cette fois-ci pacifiste, qui s'appelle la Commune, et qui a été envoyée parce que elle a été considérée à un moment ou à un autre comme un danger, parce qu'elle était pacifiste et parce que trop de gens commençaient à adhérer à cette idéologie pacifiste, anticapitaliste, dans l'entraide, etc. Donc on suit en gros les personnages de la Commune qui souhaitent s'émanciper du fonctionnement qui a été mis en place sur la planète où ils sont et qui souhaitent fonder une espèce de colonie un peu plus loin parce que les ressources commencent à être un petit peu justes, parce que la place commence à être juste pour eux et donc ils espèrent partir, sauf qu'évidemment les gens de la cité ne sont pas d'accord et vont mettre leur droit de veto, sauf que en fait ce qui est intéressant c'est que ces 2 communautés sont à égalité, l'une n'est pas censée avoir le pouvoir sur l'autre. Voilà. Ce dont on parle ici, en fait, c'est de 2 fonctionnements très très différents. D'une part, on a la Commune, on a des hommes et des femmes libres, égaux, qui font ce qu'ils veulent, qui se marient, ne se marient pas, qui disposent de leur corps comme ils le souhaitent, qui fonctionnent un petit peu comme un groupe de communistes pacifistes, si vous voulez, c'est-à-dire chacun fait sa part de travail pour le groupe, chacun a le droit de s'exprimer, voilà, chacun met ses compétences et ses capacités au profit de la communauté, et donc ce fonctionnement était censé être au sein de leur communauté, mais aussi avec les gens de la cité, puisque les gens de la cité devaient leur fournir des outils pour cultiver la terre, et donc eux pouvaient garder leur part en nourriture et partager avec la cité, et la cité devait leur fournir ce que eux ne pouvaient pas se fournir, donc par exemple la pêche, enfin voilà. Sauf que très rapidement on se rend compte que la cité c'est un fonctionnement capitaliste, donc qui tend à exploiter les gens de la Commune, qui tend à
à profiter en fait de leur volonté de partage, d'échange, pour s'approprier le plus possible et ne pas donner grand-chose en échange. C'est-à-dire que les droits des personnes de la commune sont extrêmement réduits, c'est à peine si les enfants ont le droit d'aller à l'école, et c'est tout. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant, en fait, c'est déjà d'une part le postulat de base qui veut que on met sur le même plan des criminels, des criminels pour de vrai, hein, des gens très dangereux, et des pacifistes. C'est quelque chose que je trouve assez pertinent de la part de l'autrice, parce que c'est deux dangers très différents, mais deux dangers existants. Puisqu'en fait, le groupe de pacifistes, on l'apprend un peu plus tard dans le roman, mais c'est pas franchement un spoil, a commencé à avoir de plus en plus d'adeptes, et donc à être de plus en plus important, et les sociétés terriennes ne savaient plus quoi faire de ces gens, et ont choisi de les faire partir pour s'en débarrasser, en fait. Et j'aime bien, en fait, je trouve ça intéressant, le fait qu'on mette sur le même plan ces deux communautés qui sont totalement différentes, basées sur des choses vraiment très différentes. La communauté de la cité, c'est beaucoup plus basé sur ce qui s'est passé en fait, sur le continent américain, quand l'Europe envoyait ses bagnards, ses criminels pour s'en débarrasser. On va évidemment parler de violence, puisque en fait l'objectif de la cité va très rapidement être de pousser les personnes de la commune à transgresser avec leurs principes de non-violence, pour pouvoir les arrêter et en faire leurs propres prisonniers, leurs propres prisonniers qu'ils pourront exploiter à volonté. Et c'est hyper intéressant parce qu'on a un rapport de force qui est très inégal, mais passionnant. On se retrouve en fait avec ce groupe d'individus qui est très nombreux, ils sont beaucoup plus nombreux que les gens de la cité, qui travaillent, acceptent de travailler, on vient les chercher chez eux de force, on les sort de chez eux, mais ils acceptent de travailler, et en fait ils ont des demandes très simples. Typiquement, telle personne est malade, on veut la renvoyer sur le camp, avec une escorte de personnes pour la porter sur les civières en fait. Et ce qui se passe, c'est que les gardes de la cité vont dire non, non, vous travaillez. Et donc, par exemple, c'est un exemple lambda, c'est pas un spoil, hein. Du coup, le groupe de la commune va juste refuser de travailler. Et que faites-vous par rapport à ça? Quand vous êtes sur un rapport de force d'un individu armé pour 4 individus qui ne l'est pas, qui est pacifiste, mais que potentiellement, juste s'il décide d'arrêter de travailler, vous pouvez rien y faire. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Et il y a ce rapport de force entre des gens violents, armés, et des gens pacifistes plus nombreux. Et évidemment, ça n'est pas sans rappeler beaucoup de choses qui existent, même encore à l'heure actuelle. Et c'était hyper intéressant parce que Ursula Le Guin exploite l'idée de est-ce qu'en étant pacifiste, on peut réussir à obtenir des choses? Comment on peut le faire, surtout quand face à nous on a des gens qui ne sont pas raisonnables, des gens qui sont ultra violents et qui sont dans la volonté d'exploiter autrui. Et notamment, et c'est là aussi où j'ai trouvé ça très intéressant, c'est que exploiter autrui, c'est cette communauté qui est considérée comme une sous-communauté, comme des nuisibles par les gens de la cité, alors même que quand ils n'étaient pas là, les gens de la cité mouraient de faim parce qu'ils ne savaient pas cultiver les terres, parce qu'ils ne savaient pas se débrouiller. Et en fait, c'est les gens de la commune en arrivant qui leur ont permis de survivre. Et il y a vraiment ce rapport passionnant, qui est encore une fois un rapport qu'on peut faire avec des situations actuelles où les gens plus riches, ou les gens qui ont le pouvoir, essaient de faire croire aux gens qui travaillent que ces gens doivent les remercier de leur fournir des outils pour travailler, en occultant le fait que s'il n'y avait pas ces travailleurs, il n'y aurait juste pas de nourriture. Et c'est quelque chose, à l'heure actuelle, qui existe dans nos sociétés encore, parce que le livre n'est pas tout récent, il date de 78, je crois. Il me semble que c'est 78, c'est ça. Qui existe encore dans nos sociétés. On nous demande de remercier les patrons, les ultra riches en tout cas, de nous embaucher et de nous exploiter, d'exploiter notre force de travail pour leur profit. Bref, moi ça me paraît aberrant, enfin je veux dire, quand on y réfléchit 3 secondes, c'est aberrant, mais soit. Et donc elle parle de ça aussi, ici, et c'était bien fait, c'était bien mené, c'était intéressant. J'ai aussi beaucoup aimé le rapport qu'il y avait entre les femmes, puisqu'on a d'une part les femmes de la commune qui sont des femmes libres, qui sont libres de mener la vie qu'elles souhaitent, de se marier, d'avoir des enfants ou pas, d'avoir des rapports avec des hommes, des femmes, enfin il n'y a pas de question de ce goût-là, chacun est un individu libre de ses choix, et de faire ce qu'elle veut, alors que, évidemment, vous
l'imaginer sans peine, les femmes de la cité sont des petites poupées qui sont des poulinières, qui servent à faire des bébés. Et on en parle beaucoup puisqu'on suit le personnage de Luz, qui est donc la fille d'un des grands conseillers de la cité, qui a 22 ans et que son père commence à se dire qu'il faudrait la marier et elle ne le veut pas parce qu'elle a vu ses amis se marier très jeune et avoir un enfant par an depuis ce mariage, être maltraitée, être dans des vies en fait misérables, des vies d'asservissement. Et en fait ça va poser toutes ces questions aussi, ne sont pas sans me rappeler les questions que posait Angela Davis dans Femme, race et classe. C'est-à-dire qu'être une femme bourgeoise, c'est-à-dire avoir le confort, avoir la nourriture, les beaux habits, machin et tout, c'est une cage. C'est une cage où par peur de perdre ses privilèges, on est prête à une certaine compromission. Et c'était hyper intéressant parce que Luz, c'est un personnage qui est un petit peu sur la corde raide et dès le début, on le sent, on le voit. Je veux dire, c'est pas encore une fois un spoil. Elle est vraiment sur ce fil tendu entre son confort et ses peurs, mais aussi cette espèce de colère innée, on dirait, en tout cas, et interne, d'être traitée comme un animal, comme une pouliche, comme un objet qu'on peut posséder, et cette colère contre les hommes à cause de cette façon qu'ils ont de s'approprier le monde, de dire mes terres, ma nourriture, ma femme, enfin voilà. Et il y a vraiment aussi un regard très féministe qui est porté sur les hommes. Bref, c'était passionnant, j'ai adoré. Ursula Le Guin, Haro, enfin voilà, chacun en prend pour son grade. Moi j'adore ça, je trouve ça génial, je trouve ça intelligent, c'est court et pourtant c'est assez complet. Ça aborde beaucoup de choses, j'ai noté une citation par exemple qui pour moi était hyper intelligente, donc c'était page 141, c'est vers la fin, mais encore une fois c'est pas un spoil, c'est plus une réflexion générale qui fonctionne très très bien. Tous autant que vous êtes, gardez présent à l'esprit que nous représentons la loi et que nous sommes armés. Et cette espèce de causalité qui s'établit assez rapidement entre le fait d'être un dominant, le fait de posséder des armes, la violence, etc. et donc de représenter la loi par défaut parce qu'on peut s'imposer tout simplement, c'était aussi quelque chose de très intéressant. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que, encore une fois, c'est une réalité dans nos sociétés. Qui fait les lois ? Qui vote les lois, etc. C'est pas tout récent, quoi, je veux dire. Et on est d'accord que toutes ces choses-là, le capitalisme et tout, ça date pas d'hier non plus. Hein. Mais c'est quand même quelque chose qui est intéressant parce que ça éclaire aussi un petit peu peut-être nos sociétés actuelles. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'ai trouvé génial, que j'ai trouvé bien écrit, intelligent, vif. J'ai adoré le personnage de Luz avec ce qu'elle a de positif et de moins positif. C'est vraiment, je pense, un de mes personnages préférés. J'ai beaucoup aimé, en fait, j'ai retrouvé dans ce personnage peut-être une sorte de personnification du féminisme, en tout cas de ce qu'il pouvait être dans les années 78, c'est-à-dire peut-être pas encore aussi fort, peut-être encore très associé à la bourgeoisie blanche, et c'était très intéressant de voir ce personnage de Luz qui réfléchissait à tout ça, qui réfléchissait à sa situation. Bref, c'était génial. J'ai adoré ce bouquin. J'ai trouvé que c'était excellent. Je vous le recommande. Il n'y a pas de trigger warning spécial, je ne pense pas. Il y a quelques violences, mais qui ne sont pas forcément détaillées. On est quand même dans quelque chose qui se lit très bien. C'était vraiment génial. C'était très très chouette. J'ai beaucoup aimé. Vraiment, le personnage de Luz m'a vraiment marqué. J'ai adoré ce personnage parce que je savais jamais où elle allait aller, comment sa réflexion allait évoluer. Elle était surprenante, elle était vraiment... C'est assez rare, je trouve, qu'on ait des personnages surprenants, des personnages qui ne font pas ce qu'on attend d'eux. Donc c'était génial, j'ai beaucoup aimé, je suis très contente de l'avoir lu, je remercie encore une fois le Mouton Électrique de me l'avoir envoyé, parce que c'était une excellente découverte que je vous recommande vivement. C'est une manière hyper accessible, je pense, de rentrer dans la plume de Le Guin. C'est un one-shot en format court, ça se lit bien, enfin vraiment aucune raison de ne pas le tenter. La traduction est d'Isabelle Desphilippe, je ne sais plus si je l'ai dit, mais je vous le redis, et la couverture de Melchior Ascaride, comme très souvent. Très jolie couverture, bref, c'est un petit coup de cœur. Je pense qu'on peut dire que c'est un petit coup de cœur. Voilà, sinon, très rapidement, et après je vous laisse parce que vraiment, j'ai trop filmé. J'ai avancé la lecture d'une couronne d'os et d'épines puisque j'ai fini la première partie, j'ai attaqué la partie 2. Et enfin, à la fin de cette première partie, on a des enjeux qui commencent à se dessiner, je pense, donc à voir. J'ai très rapidement attaqué la partie 2 puisqu'on devait lire le chapitre 1, chose que j'ai fait. Il y avait entre la fin de la partie 1 et le chapitre 1 de la partie 2 des petits contes qui développent un peu l'univers qui étaient vraiment chouettes, que j'ai bien aimé. Surtout le deuxième que j'ai trouvé très très intéressant à propos du changement des saisons et tout, c'était très très chouette. Après, très sincèrement, jusqu'à présent, j'ai toujours l'impression un peu de lire une sorte de quechielle.
mais moins bien quand même. Je vous le dis très sincèrement, je retrouve beaucoup de Köchiel dans ce livre. Et du coup, je ne peux pas m'empêcher de comparer, en fait. C'est ça le problème, c'est que je ne peux pas m'empêcher de comparer. Et j'ai trouvé que Köchiel était meilleur. Donc c'est compliqué, encore pour moi, de réussir à trouver quelque chose d'assez original dans cet ouvrage pour ne pas trop le comparer. Mais à voir, puisque je vous dis, à la fin de la partie 1, des enjeux se dessinent. Donc à voir comment ça évolue, à voir où ça va. Je vous en reparlerai. J'ai toujours bon espoir voilà, que ça se lance et que finalement je me dise, ah bah, il y a des très bonnes choses dedans et de comprendre pourquoi il y a autant de violence dans cet univers. Enfin, en tout cas, que ça soit dénoncé par les personnages, c'est ce que j'espère à l'heure actuelle, mais nous verrons bien. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, j'ai lu peut-être un tiers à l'heure actuelle, donc on va voir où ça mène. Et j'ai presque fini Warbreaker de Brandon Sanderson, mais je ne vous en reparlerai pas, puisque j'en ai dit assez, je pense, pour vous donner un avis, un premier avis sur ce bouquin. Comme toujours avec Sanderson, tout se fait au fur et à mesure, donc il faut arriver à la fin pour avoir un avis final. C'est une nécessité. Donc voilà, c'est tout. Je vais maintenant vous laisser pour aujourd'hui. Je vous reprends demain pour vous dire ce que j'ai fini. J'espère avoir fini le Sanderson. J'aimerais bien avancer Firebound, que je n'ai pas du tout avancé cette semaine, et ça m'agace parce que j'ai envie de le lire, mais j'ai pas le temps. Donc je vais essayer de faire ça ce soir. Et demain, je vous fais un point clôture, lecture terminée, je l'espère, lecture avancée, tout ça. Bref, je vous fais des bisous. On se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve. Nous sommes samedi 9 mars et je reviens pour clôturer. J'ai terminé une lecture puisque j'ai terminé Warbreaker de Brandon Sanderson, qui était très chouette. C'était une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. Je vous en ai déjà parlé et j'ai pas grand chose à ajouter parce que Sanderson, c'est un peu, je trouve que c'est un truc qui se lit et qui se découvre au fur et à mesure. C'est un peu compliqué d'en parler parce qu'il y a plein de révélations au fil du récit. Donc très rapidement, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que c'était assez surprenant, comme toujours en fait avec Sanderson, vous avez des révélations qui vous surprennent, qui vous étonnent, que vous ne voyez pas forcément venir ou pas en intégralité, donc c'est hyper agréable, c'est quelque chose qui est quand même agréable à ressentir. J'ai trouvé, ceci étant dit, que dans celui-ci, il y avait peut-être moins de signes pour deviner qui était quoi. Par exemple, dans Fils des Brumes, on a plein de signes qui nous permettent de voir un peu comment ça va se mettre en place et si on le souhaite, de deviner un petit peu quelle sera la fin. Là, c'est moins le cas peut-être, donc c'est peut-être en ça un petit peu moins bon que d'autres, mais ça reste malgré tout très très bon. Je veux dire, si on se base uniquement sur l'échelle de Sanderson, c'est peut-être un petit peu moins bon par cet aspect-là. Autre aspect qui m'a dérangé, c'est l'hypersexualisation des déesses, même s'il y a une explication par rapport à ça. C'est très agaçant, ça donne cette impression, je trouve, de livre écrit par un homme. Voilà, c'était vraiment pénible, c'était récurrent et ça n'apportait en fait pas grand-chose. Donc il y a un moment où j'en ai eu marre. Et après, concernant le reste, j'ai trouvé qu'il y avait des personnages que je n'aimais pas trop au début, qui avaient une belle évolution. J'ai trouvé qu'en fait, tous les personnages avaient une évolution plutôt intéressante. Et c'était chouette. Voilà, c'était sympa. C'est une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. Ça s'est très bien lu comme toujours. Mais je vous avoue que je commence à trépigner et avoir hâte d'attaquer, de relire Rochard, puisque je vais les relire avec Emeline, en sachant que moi, j'ai lu les 2 premiers, donc les 4 premiers en format français, puisqu'ils sont coupés en 2. Donc voilà. On va voir quand on attaque ça, mais bientôt, et j'ai trop hâte puisque j'adore Rochard. Donc c'est tout pour Warbreaker, je ne vais pas plus m'étendre sur le sujet. Bref, autrement, j'ai avancé hier la lecture de Firebound. Alors oui, on dirait pas, mais en fait, je vous garantis, j'ai lu 60 pages, ce qui est pas si mal. Je suis au chapitre 13 et ça y est, on est lancé dans la quête, dans l'aventure. Donc l'univers de Firebound, c'est qu'on est sur des elfes qui sont divisés, si je dis pas de bêtises, en 2 ou 3 royaumes qui font la guerre. Donc il y a ce qu'on appelle la guerre perpétuelle, la guerre éternelle. Je sais pas trop comment on traduira en français. Et donc on suit un personnage qui s'appelle Yeran, qui est colonel dans l'armée, qui a démarré de rien, qui a réussi à gravir les échelons et donc qui est devenu colonel. Et le premier jour où elle prend le commandement, elle va commettre une erreur qui va faire qu'elle est exilée. C'est pas un spoil, hein, c'est quand même un peu la base de l'intrigue. Hein, si vous voulez un résumé, il faut un minimum évoquer ça. Et c'est dans le résumé de toute façon. Et donc elle va être exilée et elle a une sœur qui, elle, est... comment on dit, devineresse, je sais pas comment on dit, devineresse, il doit y avoir un mot en français, mais mon cerveau ne veut pas. Bref,
qui donc fait des prédictions et qui va la suivre, hein, concrètement. Elle va aller à sa recherche puisque Yiran est mise en dehors du royaume à un endroit et sa sœur va aller la chercher. Et on est dans un univers qui fonctionne sur un système de magie hyper intéressant puisque la magie se fait avec des tambours. C'est pas tambour le mot, des sortes de djembé, je pense qu'on pourrait dire plutôt. Et en fait, la peau de ces djembé est de la peau d'Obéa en anglais. Est-ce qu'on traduirait ça en français? Je ne sais pas. Qui est donc un animal très particulier, puisque je vais vous montrer, il y a une illustration très... Voilà. Cet animal-là, une espèce de félin avec des bois et qui est un croisement entre plein d'animaux. Ces animaux-là sont très rares, très difficiles à trouver, et plus vous arrivez à en trouver un vieux et à faire votre tambour avec la peau d'un vieux, plus il y a de magie, donc... Tout est basé là-dessus. Si vous êtes horrifié par la chasse et tout ça, en tout cas pour le début, ça va être compliqué puisque la divination se fait aussi évidemment avec les organes de ces animaux. Donc on a plein de détails pas cool sur la mise à mort d'animaux, je vous préviens. Soit, donc, ce qui se passe, c'est que Yiran se dit que pour réussir à ne plus être exilée, il faudrait qu'elle ramène quelque chose d'hyper... Enfin voilà, qui fait qu'il n'y a plus de doute et qu'on est obligé de la reprendre, entre guillemets. Et donc, elle se met à la chasse d'un Obéa qui est gigantesque, très vieux. Elle n'en avait jamais vu des aussi grands, un aussi grand, etc. Et ça va la mener vers des contrées... Voilà, et ça va l'amener surtout à redécouvrir un peuple que tout le monde pensait disparu, et je vous laisserai découvrir. Franchement, c'est pas vraiment un spoil parce que ça se passe sur le début, et puis parce qu'on s'y attend, hein. Sincèrement, on s'y attend. C'est fait de manière à ce qu'on s'y attende, et c'est la mise en place en fait qui est plutôt intéressante. On ne s'attend pas à une grosse révélation au début, mais ça permet de présenter les personnages, de présenter l'univers, de présenter les enjeux, etc. Donc c'est vraiment très chouette. Franchement, j'aime beaucoup. Je trouve que déjà c'est hyper original puisqu'on suit des elfes. Les elfes pensent être les dernières créatures humanoïdes vivantes. Les humains ont été détruits par les fae ont disparu. Donc voilà, on est sur une autre façon de faire et de penser qui est très chouette. On ne suit que des personnages qui sont noirs a priori, je pense, de ce que j'en ai lu, avec une magie qui est très particulière, qui n'est pas du tout une magie qu'on pourrait qualifier d'occidentale, hein. C'est pas, voilà, les djembés ou les tambours de ce type, c'est pas du tout ce que dans notre culture, donc c'est très chouette, c'est basé vraiment sur d'autres choses, et en plus c'est très fluide à lire. C'était pas forcément évident au début de se mettre dedans, mais une fois dedans, une fois pris le pli, le pas, ça va tout seul, c'est trop chouette. Franchement, j'aime beaucoup la magie, les personnages. Chose que je n'ai pas dit, mais qui est aussi hyper intéressante, c'est qu'on suit des personnages qui sont des adultes. Oui, des adultes. Donc Yiran a, je crois, pas loin de 35 ans, sa sœur a la petite trentaine, et il y a un troisième personnage avec eux qui a un peu plus de 30 ans. Donc on suit des adultes, non pas des adolescents ou des jeunes adultes. C'est pas que j'ai quelque chose contre ça, mais quand même, ça change un peu le paradigme, l'expérience de vie, l'expérience par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Et puis c'est bien aussi, hein, je trouve, de représenter en fantasy des personnages d'adultes qui sont des personnages principaux et qui sont pas considérés comme les vieux, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est plutôt très très chouette. J'aime beaucoup. J'ai hâte de continuer puisque je me suis arrêtée pile au moment où ça commençait à monter en tension, mais il était tard et je commençais à fatiguer et à plus tout comprendre, donc j'ai préféré arrêter. Bref, excellente lecture, je pense qu'il sera traduit, très sincèrement. Après, il va être traduit par qui? Très sûrement par De Saxus. Donc bon, voilà, c'est aussi pour ça que je fais le choix de lire ce genre de livre en VO, parce que on sait tous et toutes que les traductions de Saxus, c'est aléatoire. On peut pas savoir à l'avance si ça va être bien traduit ou pas. J'ai très rapidement attaqué Les Nomades du Fer d'Éléanore Arnasson, qui est un service de presse que j'ai depuis bien trop longtemps, qui est un beau bébé que j'ai très envie de lire et qui commence très bien. Donc de ce que j'en comprends sur ce premier petit chapitre que j'ai lu, on est sur une planète où les hommes et les femmes vivent séparés, les hommes vivent à part, et on suit le personnage de Nia pour le moment qui est assez jeune, mais si je me souviens bien du résumé que je n'ai pas forcément envie de relire, il va y avoir une ou plusieurs terriens qui vont arriver sur cette planète pour observer la manière de vivre de ces gens. Et je crois que Nia est exilée parce qu'elle a eu une relation avec un homme. Enfin bon, il y a tout un truc comme ça, mais en tout cas c'était très prometteur. Je vais éviter de cafouiller et de dire des âneries, donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'avancer et je vous en reparle la semaine prochaine du coup, hein, en sachant que si je dis pas de bêtises, il faut que je revoie avec Pénélope, mais la semaine prochaine elle est en vacances, donc on s'était dit qu'on en profiterait pour se faire des daily vlogs sur la semaine, à voir si ça tient et si c'est faisable. Donc je vous en reparlerai peut-être dès lundi, on verra, je ne sais pas trop.
J'aimerais bien attaquer aussi Central Station, mais j'ai essayé rapidement et mon cerveau ne voulait pas. Donc je vais me concentrer sur ces lectures-là pour le moment. Je vais faire simple et puis nous verrons bien ce qui va s'ajouter puisque je dois avoir des lectures communes prévues à partir de lundi. Et voilà. Ah oui, si, j'ai toujours l'Explora Livre en cours que je n'ai pas avancé aujourd'hui. Mais bref, je pense que je ne vais pas vous en reparler forcément et vous faire un update à chaque fois. Nous verrons en fonction de comment ça évolue. Voilà, c'est tout, c'est déjà pas trop mal. Je pense que le mois a démarré tranquillement, mais je suis plutôt sur des bonnes lectures, donc c'est appréciable. Voilà. Je vais vous laisser pour cette semaine, pour aujourd'hui, pour cette semaine. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!